Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans le premier acte du sommet de la vérité économique avec Marc Toiti. Marc Toiti est économiste et il a dirigé la recherche économique et financière des groupes Banque Populaire et Natixis. Et depuis près de 30 ans, il fréquente les couloirs du pouvoir économique français. Il a conseillé des présidents, des gouvernements de droite comme de gauche. Et pendant des décennies, il a participé à des discussions à huis clos que le grand public n'entend jamais. Aujourd'hui, quelque chose a changé. Selon lui, la France approche d'un moment de bascule historique, et ce à cause d'une conjonction de facteurs. La dette explose, le déficit dérape, les faillites d'entreprises battent des records, la pression fiscale atteint un niveau inédit pour les ménages. Une situation qui peut rappeler celle de la Grèce en 2009. Alors à court terme, rien ne laisse entrevoir d'amélioration. Qu'est-ce qui nous attend donc ? Eh bien pour Marc Toiti, nous sommes au bord d'une crise économique et financière bien pire que celle de 2008. Cette crise, la France en serait elle-même l'épicentre. Mais ce qui le préoccupe le plus, ce n'est pas tant cette crise en elle-même, c'est plutôt ce que l'État pourrait faire pour l'éviter, jusqu'où il serait capable d'aller pour s'en sortir. Car le vrai risque selon Marc Toiti, c'est que nous, citoyens, devenions la variable d'ajustement. Cette fois, Marc Toiti ne veut plus se taire. Pendant 30 ans, il explique avoir lancé des signaux d'alerte, y compris devant l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il considère que le temps du constat est terminé et il le dit sans détour. Le choc qui arrive pourrait prendre de court des millions de Français dans les mois qui viennent. Alors il y a cependant encore des choses que vous pouvez faire et c'est tout l'objet de ce sommet. Mais avant cela, dans ce premier acte, nous allons revenir sur 30 ans de décisions politiques qui nous ont menés à la situation actuelle, parce que pour comprendre ce qui pourrait arriver à la France demain, il faut d'abord comprendre ce que Marc Toiti a observé hier lorsqu'il était au cœur du pouvoir. Bonjour Marc. Bonjour Ingrid, ravi d'être parmi vous. Ça fait un programme chargé tout ça évidemment, donc mais comptez sur moi, je vais tout vous dire. D'ailleurs, j'ai toujours tout dit depuis 30 ans que je fais ce métier. J'ai eu cette chance et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est de plus en plus difficile d'ailleurs de dire la vérité. Donc c'est pourquoi également on a choisi justement avec Agora de faire ce sommet de la vérité parce que c'est ce qui va nous permettre justement de dire les choses et de réveiller les Français parce que c'est ça qui est fou. Beaucoup de Français sont encore endormis aujourd'hui. Alors on a effectivement beaucoup de choses à voir parce qu'il faut qu'on parle du passé, il faudra qu'on parle de l'avenir aussi, oui. Évidemment. Mais on se situe aujourd'hui justement entre ce passé et cet avenir à un moment particulier que vous qualifiez de fin de l'histoire, de peut-être moment de vérité. Oui. Pourquoi en ce moment et pourquoi c'est si particulier ? En fait, le drame, c'est qu'on aurait déjà dû connaître ce moment il y a quelques années, mais finalement, il y a eu d'abord la planche à billets en 2015 de la Banque Centrale Européenne, qui a permis de continuer finalement les dérapages. Ensuite, il y a eu le coronavirus, et là, c'est encore pire. On a fait une relance budgétaire, mais surtout une planche à billets phénoménale. La dette publique a explosé. Et normalement, quand la dette publique explose, il y a une sanction. Il y a une sanction des taux d'intérêt qui augmentent. Mais comme là, il y avait la planche à billets donc, de la Banque Centrale Européenne qui venait financer cette dette, évidemment, les taux d'intérêt sont restés très bas. Et bon, c'est vrai que moi, je n'ai pas arrêté d'alerter à ce moment-là en disant attention, là, on va vraiment dans le mur. Et on me disait mais non, ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle, on va faire rouler la dette, les taux d'intérêt n'augmenteront jamais. Et moi, je me disais, c'est pas possible, je suis dans un cauchemar. Et effectivement, aujourd'hui, on le voit, tout ce que j'avais annoncé à l'époque est en train de se produire. C'est-à-dire que c'est une des règles de base de l'économie. Quand vous augmentez votre dette de façon excessive, les taux d'intérêt augmentent. On a également alimenté l'inflation. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'inflation revient à cause des chocs énergétiques, mais elle était déjà là en 2021, donc tout ça fait que cette dette explose, mais surtout le problème de la dette c'est quoi ? C'est que, à la rigueur, s'endetter, pourquoi pas, tout le monde le fait, mais il faut que cette dette génère de la croissance. Le drame de la France, c'est que malheureusement, depuis déjà plusieurs années, la dette publique ne cesse d'augmenter, mais le PIB, donc la richesse qu'on crée en France, n'augmente pas à l'aune de cette dette. C'est ça qui est très dangereux. Alors, si on prend les chiffres dernièrement, depuis à peu près 2017, on va dire, depuis que M. Macron est là, la dette publique a augmenté de 1300 milliards d'euros. Les fameux 1300 milliards, oui. Les sommes complètement, et l'histoire n'est pas terminée, justement. Mais on voit que sur la même période, le PIB a augmenté d'environ 800 milliards d'euros. PIB augmenté de l'inflation. Donc il manque 500 milliards d'euros. Il y a 500 milliards d'euros qui ont disparu du circuit économique. C'est dramatique. Alors, quand on regarde sur plus longue période, depuis 2007 par exemple, justement c'était soi-disant l'année de la rupture, si vous voulez, en 2007, vous vous souvenez, qui n'a jamais eu lieu d'ailleurs cette rupture, eh bien, la dette publique a augmenté en France de 178%. Un chiffre complètement fou. Et là, on s'arrête à la fin 2025. 178% d'augmentation de la dette. Sur la même période, de combien a augmenté le PIB français ? À peine 58%. Vous vous rendez compte ? Et encore une fois, augmenté de l'inflation. Un rapport de 1 à 3.
Donc c'est ça qui ne colle pas, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui on ne peut pas continuer comme ça. Alors on me dit oui, mais tous les pays ont fait la même chose. Si vous prenez le cas de l'Allemagne, par exemple, qui est notre grand partenaire malgré tout, eh bien sur la même période, donc de 2007 à 2025, la dette publique a augmenté de moins de 70%. Oui, mais ils vont pas bien l'Allemagne en termes de croissance. Justement, et ça qui est incroyable, c'est qu'elle a augmenté donc de 100 points de moins que nous. Vous vous rendez compte, 100 points de moins, c'est assez incroyable. Mais le plus important, c'est ça, c'est que évidemment l'Allemagne va mal. Vous avez raison parce qu'ils ont fait des erreurs, notamment ils ont arrêté le nucléaire. Il y a également la baisse de la population, etc. Donc des erreurs qu'ils payent évidemment aujourd'hui. Mais malgré cela, quand vous regardez le PIB en valeur de l'Allemagne, il a augmenté de 80%. Il a augmenté plus que n'a augmenté la dette. Donc c'est ça la clé, si vous voulez, c'est que quand votre dette augmente moins que votre PIB, donc ça marche. C'est comme le cholestérol, si vous voulez, la dette, il y a la bonne dette et la moins bonne dette. La bonne dette, si effectivement cette dette génère de l'investissement, de la croissance, de l'innovation, ce qui était censé être le cas, ce qui était un peu ce qu'on nous avait promis aussi. Oui, mais c'était une arnaque, si vous voulez. Moi, justement, c'est ça, c'est 30 ans de vie professionnelle. J'ai vu justement évoluer ce drame où j'ai rencontré effectivement tous les dirigeants politiques depuis une trentaine d'années. Et malheureusement, j'ai essayé d'alerter, mais c'est vrai que pendant très longtemps, on disait non, mais ça va, c'est pas trop grave, c'est pas trop méchant. Imaginez, là j'étais très petit à l'époque quand François Mitterrand est arrivé au pouvoir, en 81, j'avais 11 ans pour tout vous dire. Et donc, effectivement, la dette publique à l'époque était de 20% du PIB. C'était rien. Donc, et c'est là qu'on a ouvert la boîte de Pandore, Mitterrand, Attali, etc., qui donnent des leçons à tout le monde encore aujourd'hui. Et là, ça ne s'est jamais arrêté. Donc c'est ça qui est très dangereux. Alors après, moi je pensais qu'à un moment on allait arrêter ce drame, si vous voulez, que les dirigeants allaient se dire, bon, on va peut-être stopper un petit peu. Et ça n'arrête pas. J'ai fait un graphique dernièrement assez incroyable, parce qu'en fait, c'est ça qui est beau dans l'économie, c'est qu'on a beau avoir 30 ans de métier, mais on découvre en permanence, effectivement, en faisant des recherches, et en regardant la réalité. Et donc, depuis 2000 à 2025, vous voyez, on va dire depuis que la zone euro existe, elle a été créée en 99, donc on a des chiffres harmonisés pour toute la zone euro, toute l'Union européenne, de 2000 à 2025. Quel est le pays où le ratio dette publique sur PIB a le plus augmenté? Ça va être nous. Ben voilà, c'est la France. Mais attention, pas de n'importe quelle façon. Donc 2000 à 2025, le ratio dette publique sur PIB a augmenté de 56 points de PIB. Le numéro 2, c'est l'Espagne, ils sont à 41 points d'augmentation. Bon, c'est ça qui colle plus, c'est qu'on dérape complètement, et je ne parle même pas des pays qui ont réduit leur dette, parce qu'il y en a qui ont réussi à réduire ou alors à l'augmenter de façon limitée. Donc c'est ça qui ne colle pas. Et alors, dernier point donc, de bascule, justement, qui a déjà commencé depuis des années, mais là ça s'aggrave, c'est que, justement, pendant des années, on me disait non mais ça va, la dette ça coûte pas grand-chose, c'est pas grave, etc., on la refinance, tout va bien. Sauf que là, on voit avec l'augmentation des taux d'intérêt de la dette publique française que, évidemment, ça coûte très cher. Regardez, l'année dernière, par exemple, la charge d'intérêt de la dette était 65 milliards d'euros. Cette année, c'est à 75 milliards d'euros. Aujourd'hui même, Bercy l'avoue. Ça sera bientôt 100 milliards d'euros sur une année. Ce qui veut dire que quand on fait la somme des 15 dernières années, enfin de 2015 à 2030, ça va coûter au total, dans le meilleur des cas, 1000 milliards d'euros. Vous vous rendez compte, c'est complètement absurde. On ne se rend pas compte, non, mais c'est-à-dire 1000 milliards d'euros d'augmentation, juste pour le paiement des intérêts de la dette. Donc ça, encore une fois, c'est de l'argent qui ne va pas pour les Français, qui ne va pas pour l'économie, c'est jeté à la fenêtre. Vous voyez, alors sauf pour les Français qui ont de la dette publique, parce qu'ils n'ont pas évidemment les intérêts, mais néanmoins, 1000 milliards d'euros. Donc tous ceux qui osent nous dire encore aujourd'hui, mais non, la dette, ça ne coûte rien, mais ce sont des menteurs incroyables. Parce qu'aujourd'hui, à la rigueur, il y a quelques années, c'est là où on arrive au point de basculement. Quelques années, certains pouvaient encore laisser croire, faire illusion, mais non, ça va bien se passer. Non, ce n'est plus possible. Et c'est vrai que quand on voit ce qu'on lui disent les dirigeants actuels, ça c'est incroyable. Ce déni de réalité permanent, moi, franchement, encore une fois, 30 ans de métier, j'ai rarement vu ça. Je comprends, vous savez, la méthode Coué, tous les dirigeants, ils ont cet objectif de faire de l'optimisme. Alors ils me disent, vous comprenez, on doit un peu rassurer les Français, parce que sinon on leur fait peur, c'est pas bon, etc. D'accord, je comprends, mais là, ça va trop loin. Mais là, il y a un ralentissement en plus en France, voire même un passage en territoire négatif, donc on n'est pas non plus dans un discours très optimiste, il suffit de regarder les chiffres en ce moment. Tout à fait, mais c'est ça qui est dramatique, c'est que malgré ces chiffres-là, l'INSEE vient de sortir, vient de réviser ces chiffres du premier trimestre. Donc l'INSEE, c'est officiel. Vous voyez, moi, à chaque fois, quand je suis aujourd'hui dans mes vidéos, partout dans mes conférences, ma chaîne YouTube, etc., je ne fais que dire les choses. C'est-à-dire les chiffres officiels de l'INSEE, de la Banque de France, d'Eurostat. Et ça, parfois, ça m'horripile un petit peu, puis ça me fait aussi de la peine. Quand on me dit, oui, mais là, vous êtes... un oiseau de mauvais augure. Voilà, Lescure a dit, oui, un prophète de malheur. Ah, c'est pas sympa quand même, d'autant qu'on se connaît bien depuis pas mal d'années. Mais non, pas du tout, moi je ne fais que dire les choses. Je n'invente rien. Vous
voyez ? Donc c'est ça qui dérange, parce que finalement quand vous avez quelqu'un qui invente des choses, qui a aucune preuve, c'est compliqué de le croire. Moi je n'invente rien, je monte d'ailleurs des graphiques en permanence. Ça c'est ce qui est très dans le but de rechercher la vérité, elle est là. Donc vous évoquez le ralentissement, c'est pire que ça. Le PIB français a baissé de 0,1% au premier trimestre 2026. Mais alors attention, quand vous regardez le détail des chiffres, il y a un truc incroyable. Personne n'en a parlé, on va presque les seuls à en parler. Eh bien, le PIB donc, a baissé de 0,1%, mais ça aurait pu être bien pire si on n'avait pas eu la formation de stock. En fait, comme il y a eu cette flambée des cours des matières premières, beaucoup d'entreprises ont augmenté leur stock en prévision justement de la hausse à venir. Donc c'est un peu technique, c'est-à-dire que c'est un moment... c'est artificiel. C'est artificiel, une évolution qui n'est pas extrapolable. Eh bien, écoutez bien. Donc la formation de stock a amené 1 point de croissance. 1 point juste sur un trimestre. Ça veut dire que hors stock, le PIB français, en fait, a baissé de 1,1%. Vous voyez, moins 0,1 et plus 1, moins 1,1% de baisse du PIB. Alors j'ai vérifié, parce que c'est vrai, quand j'ai sorti ce chiffre, c'est bizarre, je crois que j'ai jamais vu un chiffre pareil. Moins 1,1, donc encore une fois, de baisse du PIB intrinsèque, c'est-à-dire hors stock, la réalité du quotidien. J'ai vérifié. Depuis 1950, chiffre de l'INSEE, on a vu ça qu'à 2 reprises. Au deuxième trimestre 1968, mai 68, et pendant évidemment le coronavirus en 2020. À part ça, on n'a jamais vu ça. Donc il se passe quelque chose là. Donc on est dans une situation qui serait pire que celle du Covid. Ben oui. C'est-à-dire qu'encore une fois, ça c'est... Mais qui est une période de guerre, on peut vous répondre aussi ce qu'on nous a répondu au moment du Covid. On vit un moment très particulier, il y a un conflit, c'est une exception, les choses vont repartir si le détroit d'Ormuz ouvre. Oui, mais le Covid c'était pire parce qu'on a fermé, on a arrêté. On a complètement arrêté. D'ailleurs, à l'époque, j'avais dit, je ne vais pas trop dévoiler ce que je dirais dans les prochaines vidéos, mais c'est vrai que moi j'étais contre tout ça. J'ai même essayé de dire, non, attendez, on ne peut pas comme ça enfermer les gens. La baisse du PIB va être dramatique. On dit, non, mais vous inquiétez pas, de toute façon, on n'a pas de masque, donc on n'a pas le choix. Et il y avait certains économistes qui faisaient des simulations de centaines de milliers de morts, pour faire peur. En fait, bref, on ne va pas refaire l'histoire, mais toujours est-il que ça, c'était différent parce que l'activité s'est complètement arrêtée. Donc là, on peut comprendre que ça s'effondre. Vous voyez, là, c'est vrai qu'il y a un choc pétrolier, mais normalement, l'activité résiste. D'ailleurs, on le voit dans certains pays, ça résiste. Que ce soit aux États-Unis par exemple, finalement c'est pas si mal que ça. Alors dans la zone euro, là ça y est, on a eu les chiffres d'Eurostat, moins 0,2% de baisse du PIB au premier trimestre 2026, donc on souffre notamment nous en Europe et en France. Donc c'est ça qui aujourd'hui est particulièrement dangereux. Il se passe quelque chose, c'est-à-dire que c'est pas qu'un problème, parce que là évidemment la guerre à la bandeau, c'est vrai que ça a mis de l'huile sur le feu, mais la crise elle était déjà là avant. J'ai pas arrêté justement d'alerter par exemple. Encore une fois, ça c'est voilà, je ne suis pas si vieux que ça, mais c'est le métier qui parle. Très souvent, l'indicateur avancé de la situation économique, ce sont les entreprises, les faillites d'entreprises. Il y a que quand les entreprises se créent, qu'elles vont bien, tout se passe bien. Là, ce qu'on a, mais depuis plus d'1 an, quasiment 2 ans, on a chaque mois des records de faillites d'entreprises. On se dit, attendez, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est comme ça qu'on doit faire le métier d'économiste. Oui, je ne veux pas lancer des fleurs, parce que des fois on me dit, oui, vous donnez que des mauvaises nouvelles. Mais encore une fois, ça fait 30 ans que je fais ce métier, et je crois que je suis le seul à le faire en France, à ma connaissance. Tous les ans, depuis presque 30 ans, parce que j'ai déjà commencé un petit peu plus tard, je présente le bilan de mes prévisions. C'est-à-dire, en chaque début d'année, je dis, voilà, il y a 1 an, j'avais dit ça, mon équipe et moi, on avait dit ça, là, on a eu raison, là, on a eu tort. L'année dernière, j'ai fait 2 erreurs de prévision. Sur à peu près 40 prévisions, j'ai fait 2 erreurs. On peut savoir ce que c'était ou pas? Oui, c'était, je peux vous le dire, c'était l'euro. L'euro, c'est-à-dire je pensais que l'euro allait bien baisser, puis là, il a baissé dans un premier temps, puis après, il est parti à l'hausse. Et puis les marchés boursiers, c'est vrai qu'ils ont continué d'augmenter parce que c'était complètement fou. Mais surtout, toutes les grandes prévisions que j'ai faites, notamment d'un point de vue économique, ça s'est avéré. Vous voyez, donc, je ne vais pas me lancer des fleurs, mais c'est pour dire que moi, j'essaie juste de faire mon métier, mais je ne suis pas devin, j'essaie juste de raisonner. Donc, quand on a des faillites d'entreprise, comme on a eu donc déjà depuis 1 an, on sait très bien qu'après, qu'est-ce qui se passe? Faillite d'entreprise, donc licenciement, ou chômage qui augmente, et donc après consommation qui baisse. Vous voyez, après, c'est le cercle pernicieux. Et donc, c'est exactement ce qui est en train de s'observer aujourd'hui. Mais ça, c'était avant le choc pétrolier. Et évidemment, le choc pétrolier est venu aggraver la situation. Mais, si vous voulez, c'est ça qu'on demande à des dirigeants d'un pays. On leur demande, attendez, on sait très bien qu'il y a des crises économiques tous les 8 ans à peu près, peut-être des fois un peu moins. Oui, c'est un peu ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire qu'à force de dire il va y avoir une crise, en fait, il y en a toujours une qui survient. Bien sûr, mais d'ailleurs, merci de me faire la remarque, c'est que en 2008-2009 par exemple, crise, c'est vrai que j'ai vécu dans ma carrière professionnelle pas mal de crises, notamment la crise asiatique, la crise Internet, la crise donc des subprimes, etc. Et donc c'est que par exemple, en 2008-2009, j'étais le seul, je crois, l'un des rares à dire
ça va redémarrer. La croissance va repartir à la hausse. Vous voulez dire que vous étiez optimiste? Eh bien sûr, mais je suis optimiste. Je suis de nature optimiste. Le problème, c'est que je suis aussi réaliste. Et pourquoi j'avais dit ça à l'époque? Parce que c'était évident. Il y avait une relance mondiale de 5 000 milliards de dollars. C'était 9% du PIB mondial. Donc c'était évident que ça allait relancer la machine. En plus, les Américains ont fait la planche à billets, un peu les Anglais, les Européens, ils ont attendu 2015, les Japonais, etc. Donc c'était évident que ça allait redémarrer. Vous voyez, donc c'est ce qui s'est produit. Et donc c'est pourquoi, tout à l'heure vous l'évoquiez, aujourd'hui c'est plus grave qu'à l'époque, parce qu'à l'époque justement il y avait peu de dette publique, pas trop. Donc on a pu augmenter la machine. Le taux d'intérêt, on a pu les baisser. Vous voyez, là ils sont déjà bas, donc on aura du mal à les baisser. Donc il y avait une marge de manœuvre. C'est ça l'économie, si vous voulez, c'est que c'est cyclique. Donc normalement, quand ça va bien, je mets des réserves, entre guillemets. C'est-à-dire, j'essaye d'avoir un équilibre budgétaire, avoir un excédent public. J'essaye de remonter un peu mes taux d'intérêt pour pouvoir les baisser ensuite. Vous voyez, c'est ça, c'est ce qu'on appelle du pilotage. C'est ça qu'on demande à nos dirigeants, c'est d'anticiper. Or, en France, le dernier excédent public, il remonte à quand? 1974. Vous vous rendez compte, vous n'étiez pas né, Ingrid? Non, j'étais pas née. Voilà. Moi, j'avais 4 ans, vous voyez ce que je veux dire, donc j'étais tout petit. Même Emmanuel Macron n'était pas né, vous vous rendez compte? Bon, donc ça pour vous dire que voilà, c'est ça qui est dramatique. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte de la gravité de la situation. Depuis 1974 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a eu que des déficits publics en France. Mais ça veut dire qu'il y a eu un aveuglement politique permanent, où il y a eu des prises de conscience, mais des mauvaises décisions, il y a eu des chocs de l'histoire qu'on ne pouvait pas anticiper. Quel était un peu en sous-main, peut-être, le regard politique sur ces crises? Il y a eu les deux. Parce que moi, quand c'est vrai que 95 a été un facteur très important, parce que justement à l'époque, Jacques Chirac venait d'être élu, etc., comme président, et donc il voulait faire justement les réformes des retraites déjà à l'époque, et là il y a eu des blocages, des grèves dramatiques, etc., et donc à partir de là, il n'a plus jamais voulu bouger. Et moi, il me l'a dit, plusieurs fois, je pensais par exemple en 2002, si vous voulez, après il a gagné contre Le Pen, le père, évidemment, et il a gagné avec, je crois, 85% des voix, enfin des chiffres énormes. Donc c'était son deuxième mandat, donc moi je me suis dit, c'est bon, il va y aller. Et c'est vrai que ses conseillers m'avaient dit, allez, faites des propositions, peut-être qu'on va le faire. D'accord. Et puis malheureusement, il m'a dit, moi je l'aimais bien, il était sympa, Jacques Chirac était très affable, etc. Mais c'est très gentil, mais vos propositions c'est très bien, mais on ne fera rien. Mais pourquoi? Voilà, il m'a dit, moi je veux la paix sociale. Votre truc là, je vais avoir tout le monde dans la rue. Et donc c'est 95. On a une responsabilité collective alors. C'est que 95, c'était un choc, je pense, pour Jacques Chirac. Et d'ailleurs, ensuite, on sait ce qui s'est passé entre lui. Il a perdu les élections contre Jospin, etc. Après Jospin, quand il a eu le pouvoir, on avait la révolution Internet. Donc à l'époque, j'étais optimiste justement. Je disais oui, il y a une croissance forte, peut-être même trop optimiste d'ailleurs. Et Jospin dit c'est la cagnotte. Vous vous rendez compte la folie? C'est-à-dire que c'était le moment, je me rappelle une réunion à Bercy notamment, j'étais très jeune à l'époque, j'avais tout juste 30 ans, et donc moi je dis, voilà, je commençais à rentrer justement dans ces cercles un peu d'experts, etc. J'étais le des plus jeunes d'ailleurs, parce qu'il y avait que des vieux à l'époque, dont ils étaient plus vieux que l'âge que j'ai aujourd'hui. Et maintenant il y a des jeunes ou il y a que des vieux? Maintenant il y a toujours pas mal de vieux, il n'y a pas beaucoup de jeunes, ou alors des jeunes qui sont dans le sérail, parce que ça on en parlera, mais donc, et c'est vrai qu'à ce moment-là, moi je dis bonnement, vous voyez, il y avait le ministre qui était là, l'économie, je dis écoutez, je comprends pas, parce qu'il nous présentait donc comme j'étais à la Banque Populaire, et la Banque Populaire était ce qu'on appelle SVT, ça veut dire spécialiste en valeur du Trésor, donc pour qu'on place les obligations de l'État français déjà à l'époque, il nous présente en exclusivité, si vous voulez, les prévisions de Bercy sur la croissance, sur la dette et le déficit. Donc moi j'arrive, donc croissance, j'étais d'ailleurs très optimiste, je dis une croissance forte, 4%, donc je dis on va réduire, on va peut-être avoir un excédent, enfin, vous voyez. Et là, je vois que le déficit public continue de rester présent, quoi. Il n'y a pas d'excédent, même il augmente un petit peu. Donc moi je dis écoutez, je ne comprends pas, on a 4% de croissance, on devrait réduire le déficit, voire l'augmenter. Et là, la ministre me dit, attendez, mais ça, vous n'avez pas compris, là. On vous sollicite parce que sur les questions économiques, ça c'est une question qui est politique. Donc ça ne vous regarde pas. Vous voyez ? Donc c'est exactement le problème. C'est-à-dire qu'en France, trop souvent, le politique va primer sur l'économique. Et donc, c'est vrai que finalement, ça a marché. Puisque, on continue à nous prêter de l'argent, etc. Sauf que, malheureusement, le taux d'intérêt augmente. Donc ce sont les Français qui payent. Donc, moi, je l'ai bien vu historiquement, si vous voulez, pour répondre à votre question. Au niveau des dirigeants français, c'est vrai qu'il y a eu pendant longtemps, les dirigeants français n'étaient pas très au fait de l'économie, il faut avouer. Mais ça, c'était censé changer, justement. Voilà, ça a changé. On a quand même fait venir des gens du monde de l'entreprise au gouvernement. Je pense que ça a changé à partir de Sarkozy, effectivement, a fortiori avec Macron, sauf qu'en fait, rien n'a changé. Parce que ces personnes-là, pour X raisons, alors c'est plus compliqué à comprendre, mais moi je pense plus qu'ils ont obéi, si vous voulez, à une sorte de
pas dire un mot fort, une sorte de secte, si vous voulez, qui dirige la France depuis des années. C'est-à-dire, c'est les énarques inspecteurs des finances. C'est-à-dire la haute fonction publique. C'est eux qui dirigent la France depuis des années. C'est pas du complotisme de dire ça, c'est une réalité. Hein. Donc, eux, ils veulent pas que ça change. Parce que... Ils veulent pas ou ils prennent des décisions mauvaises? C'est pas la même chose de pas vouloir que ça change. Non, moi, je peux vous le dire, ils ne veulent pas que ça change. D'ailleurs, la preuve, c'est que le seul candidat depuis toutes ces années que j'ai vu qui avait le courage de dire on va vraiment baisser la dépense publique, il n'y en a eu qu'un. Il n'y en a pas eu deux, il y en a eu un. C'était François Fillon. Et vous savez ce qui s'est passé. Bon, il a été quand même, il a eu des petits problèmes, on va dire. Oui, il y en a beaucoup qui ont eu des petits problèmes. Oui, mais lui, ça a été quand même. Bon, on va pas revenir sur l'histoire, mais à part lui, jusqu'à présent, parce que même pour 2027, là, je veux dire, là aujourd'hui, on est. C'est peut-être l'enjeu de 2027 et de cette présidentielle quand même. J'espère, parce que quand même, c'est ça qui est très triste, c'est que les 2 dernières élections présidentielles, il n'y a pas eu de débat économique. Non. On n'a pas sur le travail, sur l'entreprise. On n'a pas parlé d'économie. Vous voyez, alors, c'est vrai que moi, j'ai alerté, etc. Et le pire, c'est qu'on a dit oui, regardez, on a entre guillemets, le Mozart de la finance, donc lui, il va nous sauver la France, tout va bien se passer. C'était évident que ce n'était pas le cas, mais alors je ne sais pas si je peux le dire maintenant, mais en fait, dès le début, je savais que malheureusement, on n'allait pas baisser la dépense publique. Vous saviez. Dès 2017. Vous saviez. Oui, je le savais. Donc, alors, j'avais beaucoup de clients notamment qui me disaient non, parce que c'est vrai qu'il y a une sorte d'engouement en 2017, il faut être honnête. Oui, un enthousiasme. Notamment des chefs d'entreprise, etc. Et moi, parmi mes clients, certains m'en ont voulu, même ils ont arrêté de travailler avec moi, certains, je ne vais pas donner de nom, et en me disant non, mais là, Marc, là, vous exagérez, vous allez voir, avec Macron, tout va changer, etc. Je dis non, vous verrez qu'il ne baissera pas les dépenses publiques. Effectivement, il ne les a pas baissées. Et c'est ça qui est fou, c'est que depuis la Seconde Guerre mondiale, donc depuis qu'on a des statistiques de l'INSEE, il n'y a pas eu une seule année de baisse de la dépense publique. Donc en fait, vous qui les fréquentez de près... de moins en moins, parce que pour tout vous dire, je vais vous raconter vraiment, voilà, moi je viens, comme vous savez peut-être, des sites HLM d'Orly, donc c'est vrai que bon, j'ai commencé très très bas, voilà, j'ai réussi à m'en sortir. Est-ce que je pourrais m'en sortir aujourd'hui? Je ne sais pas, parce que c'est quand même, quand on a un taux de chômage des moins de 25 ans, de 60% dans les sites HLM, on dit c'est quand même plus dur qu'à mon époque, mais bon, j'ai quand même réussi à m'en sortir. Mais toujours est-il que quand je me suis retrouvé effectivement à l'Élysée invité, je me suis dit, ça fait plaisir, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, la garde républicaine, ça, bon, c'est sympathique. Voilà. Et donc, je me suis dit, peut-être que là, j'ai un rôle à jouer. Ouais, je me suis dit, voilà, et puis c'est l'anecdote de tout à l'heure. Et quand j'ai vu qu'en fait, ça n'a servi à rien, et puis que depuis des années, j'essaye de faire avancer le schmilblick dans les médias également, un peu partout, et que malheureusement, ça commence aujourd'hui à arriver, mais quand on est 30 ans après, c'est quand même, ça met du temps, vous voyez, c'est du temps long, comme on dit. Il faut 30 nouvelles années. Oh là là, ouais, peut-être, on sait jamais. Mais toujours dire que, et là, je me suis dit, c'est vrai que j'ai une vraie déception. C'est-à-dire, je me suis dit, en fait, tout ça pour ça. C'est-à-dire que finalement, on est bloqué, la France est bloquée. Vous voyez, mais elle est bloquée sur beaucoup de points. Ah oui, mais il faut la débloquer. Et donc, c'est triste à dire, mais ma conclusion aujourd'hui, si vous voulez, c'est, je pense malheureusement que tant qu'on n'aura pas touché le fond de la piscine, on ne pourra pas redémarrer. Alors, pour tout vous dire, on a déjà touché il y a longtemps le fond de la piscine. Oui, mais j'allais vous le demander, parce qu'en fait, vous cessez de dire que la situation est catastrophique, on se demande un peu où il est le fond de la piscine. Alors, le fond de la piscine, il est déjà là depuis quelques années, mais en fait, on a creusé, si vous voulez, la piscine. Donc, et c'est profond encore ou pas? Alors voilà, là, je pense que, en fait, si vous voulez, très honnêtement, la clé, ce sont c'est les taux d'intérêt. La clé, ce sont les taux d'intérêt. C'est-à-dire que si effectivement ça continue d'augmenter, on a quand même touché il n'y a pas longtemps 4% de taux d'intérêt sur le taux de 10 ans. Donc, ce qui veut dire que c'est un plus haut depuis 2009. Sur le taux de 30 ans, on est à 4,60%. Donc, ça veut dire que là, tout est impacté. Ce n'est pas que la dette publique. C'est évidemment l'investissement des entreprises, l'investissement des ménages dans le logement, par exemple, la consommation également. Vous voyez. Donc, c'est ça qui va faire mal. Et alors, dernier point également, le chômage. Parce que c'est vrai que... Là, oui, c'est important. Oui, parce que c'est ce qui a sauvé, je pense, l'ère Macron, entre guillemets, parce que bon, on a compris, il a acheté la croissance à crédit, tout simplement en augmentant la dette. Et c'est pas que le corona, parce qu'encore une fois, c'était déjà le cas avant, et ça surtout, ça a continué après. On aurait dû s'arrêter à un moment, et non, on a continué. J'ai essayé d'œuvrer en ce sens, malheureusement, on n'a pas écouté. Donc c'est ça qui aujourd'hui coûte extrêmement cher. Et donc c'est ce qui a permis justement de maquiller un peu la réalité. Dire, enfin là, et même maintenant l'INSEE nous dit, il y avait un peu plus de croissance, il y avait une croissance cachée. C'est incroyable. En fait, c'est une croissance qui est financée par la dette. Donc, c'est pas de la bonne croissance, comme j'évoquais tout à l'heure. Et pareil sur l'emploi, on a fait des aides, etc., des formations, des bacs plus 5, en veux-tu, en voilà. On dit aux jeunes, non, allez, ne quittez pas le marché du travail, ne quittez pas les études comme ça pour pas rentrer sur le marché du travail. C'est pas le but. Et donc, le drame, c'est que maintenant, aujourd'hui, malgré tout ça, parce que ça continue, le chômage augmente. Oui, nous avons là, c'est les chiffres de Eurostat qui viennent de sortir, on est à 8,2% de taux de chômage. Et ça va continuer, on va bientôt être à 9%. Ça, c'est le taux de chômage de catégorie A. Vous savez, ça veut dire le chômeur, entre guillemets, labellisé. Ça veut dire qu'il n'a pas du tout travaillé, qui fait une recherche active d'emploi, qui est immédiatement disponible. Voilà. Donc, tous les autres, on ne les compte pas. Mais si on les compte, on est déjà à 17% de taux de chômage. Si on prenait tous les chômeurs français, on est à 17% de taux de chômage. Vous voyez, c'est pas du tout le même chiffre. Mais bon, admettons, même si on prend l'autre, on est à 8,2. Ce qui est intéressant de voir, c'est le comparatif
avec la zone euro. Parce que jusqu'en 2015-2017, bizarre, le taux de chômage de la zone euro et de la France, c'est quasiment le même. Même la zone euro était au-dessus de la France, toujours. Oui, il y a un moment où on était en dessous pendant de des la années. zone euro. Et à partir de 2017, ça commence à s'inverser. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, il y a eu la planche B de la BCE, donc ça a permis de soutenir la croissance artificiellement, après le Covid, etc. Donc le taux de chômage a baissé dans la zone euro et en France, certes, mais beaucoup plus dans la zone euro qu'en France. Et aujourd'hui, au moment où on parle, on a donc 8,2% de taux de chômage en France, mais dans la zone euro, on a 6,3%. Ça veut dire 1,9 point d'écart, et tenez-vous bien, on n'a jamais vu ça. C'est un écart de taux de chômage historique. Taux de chômage des jeunes, j'en parlais tout à l'heure, plus de 21% en France, 14,5% dans la zone euro. Attendez, il faut qu'on réfléchisse, là. On est la France. Vous voyez. Donc, c'est là où on arrive à la fin du film que tu évoquais tout à l'heure, c'est que on ne peut pas continuer justement comme ça, et c'est là ce qui est inquiétant, on en parlera évidemment dans ce sommet, dans ces interviews, c'est que, comme on est déjà numéro 1 des impôts en France, que va faire l'État ? Et c'est ça qui est... Quand on entend certains candidats à la présidentielle, on espère qu'ils ne seront jamais élus, mais ça fait froid dans l'eau. Quand on entend certains économistes, des économistes qui ont fait des études, vous voyez, même certains ont fait des thèses, etc., et qui sont complètement dogmatisés, c'est affolant. C'est affolant, vous voyez. Donc, par exemple, quand on est en train de nous dire, oui, on va encore taxer les riches, etc., on ne sait pas ce que c'est d'ailleurs être riche en France, parce que bon, encore une fois... Il y a une étude qui vient de sortir pour définir ce que c'est que d'être riche en France, il y a des chiffres. Oui, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, on va taxer tout le monde. Et ne l'oubliez pas, aujourd'hui, les riches, les vrais riches, j'entends, quittent la France. Ça fait déjà que ça dure. Ils se sont un petit peu arrêtés quand Macron a été élu, c'est vrai, parce qu'ils y ont cru. Puis maintenant, ils disent, c'est fini. Pour tout vous dire, sans raconter d'anecdotes trop concrètes, parce que je veux pas évoquer sans les autorisations, j'ai fait une conférence dernièrement pour un fonds, un gros family office français. Et donc, eux, ils gèrent donc, les fortunes, si vous voulez, donc une gestion de fortune. Et donc là, ils me disent clairement que les flux de fortune française quittent la France. Donc ça, c'est quand même un élément important. Donc, c'est-à-dire, déjà, il n'y a personne qui vient, mais surtout, il y en a qui quittent la France. Donc à la fin, comme les riches ne sont plus là, qui va rester ? Les moins riches ou la classe moyenne, voire pire. Donc c'est eux qu'on va taxer. C'est toujours la même histoire. À la fin, qui paye ? C'est la classe moyenne. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète. C'est que c'est quoi la force d'un pays ? C'est justement sa classe moyenne. Vous voyez ? C'est-à-dire que voilà, des gens qui aiment travailler, qui ont économisé toute leur vie, etc. Et on veut les taper. On veut les taxer davantage. Ce n'est pas sérieux. Donc ça, c'est très dangereux parce que d'un point de vue social et sociétal, ça peut évidemment déraper. C'est là, effectivement, où vous avez peut-être une inquiétude exacerbée sur les répercussions que pourrait avoir la crise qui est en train de se créer ou de s'accélérer en ce moment. Oui, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, normalement, encore une fois, ce qu'on demande à les dirigeants politiques, c'est que quand ça va bien, on met des sous de côté, entre guillemets, puis quand ça va mal, on relance la machine. Sauf que comme nous en France, même quand ça va pas trop mal, on fait rien, on continue d'augmenter les déficits. Quand ça va mal, vraiment mal, comme aujourd'hui, on a besoin de relancer la machine. On fait rien. Vous voyez, c'est quoi la mesure du gouvernement ? On va regarder, on va faire une étude sur les gros rouleurs. Alors, on va les aider, mais pas les autres. Et puis, ceux qui gagnent tant, pas les autres. Tiens, vous allez pouvoir utiliser vos tickets restaurants le dimanche. Attendez, mais on se moque de qui ? Moi, pour tout vous dire, moi je pense qu'aujourd'hui, c'est même plus de l'inconscience, c'est du mépris. Mais c'est même pas un déni de réalité, c'est mépriser les Français qui souffrent. J'étais encore dernièrement, j'ai pas mal de conférences en province, et je vois ces Français qui souffrent, mais des chefs d'entreprise, de TPE, de PME, etc., qui souffrent. Et on leur dit, mais non, ça va bien se passer, il n'y a pas de crise, tout va bien. Attendez, mais c'est inadmissible. Non, mais il y a aussi beaucoup de politiques à l'inverse qui disent justement, ça va très mal, il y a une vraie perte de pouvoir d'achat et on va prendre des mesures drastiques. Ah oui, mais ça c'est une catastrophe. Oui, alors évidemment, ceux qui nous disent aujourd'hui, c'est la grande idée, on ne va pas rembourser la dette. Bon, alors déjà, ça c'est dangereux, parce que tous ceux qui détiennent de la dette, ça veut dire qu'ils ne seront pas remboursés. Attention. Et on dit, oui, mais la dette qui est détenue par la Banque centrale européenne. Oui, mais là aussi, la Banque centrale européenne, c'est l'Europe. Est-ce que vous voyez que les Allemands vont accepter ça ? Vous voyez que c'est la fin de la zone euro, c'est l'explosion de la zone euro. Donc c'est des conséquences, évidemment, sur les taux d'intérêt notamment, parce que c'est ça le drame. Et puis surtout, il y a un pays, le dernier pays qui a fait ça, qui a supprimé une partie de sa dette. C'était qui ? Donc il a dit, je ne rembourse plus. Je ne parle pas de la Grèce, la Grèce, comme vous le savez, la Grèce, on les a aidés. On a annulé leur dette. Vous avez joué un rôle, je crois, là-dedans. Oui, on les a 350 milliards d'euros, on les a aidés. Et après, on a annulé une partie de cette dette et on leur a reprêté de l'argent sur plus longue période. Vous voyez, avec des taux d'intérêt plus bas. Mais la dette était toujours là. Et maintenant, les Grecs, ça leur a coûté très très cher. Ça a été dur socialement aussi. C'était horrible. Ouais, moi, j'ai vécu ça. C'était horrible. Moi, j'ai vécu ça de l'intérieur parce que, effectivement, j'allais à l'époque beaucoup en Grèce. J'y vais d'ailleurs encore beaucoup parce que j'avais pas mal de clients grecs, des banques, etc.
Là, si vous voulez, j'ai vraiment vu ce que c'était une récession. Rendez-vous compte, en 3 ans, le PIB grec a baissé de 30%. Hors inflation, 30% de baisse. Mais vous voyez derrière la ville, vous voyez Athènes, une ville taguée, ils n'avaient même pas l'argent pour effacer les tags sur les monuments historiques. Enfin bon, horrible, situation horrible. Et donc après, évidemment, quand il y a eu la Troïka qui est arrivée, le FMI, etc., donc oui, il fallait, les salaires ont été baissés, les retraites ont été baissées de 30%. Les fonctionnaires n'ont pas été payés pendant quelques semaines. Et les salaires ont quand même été baissés de 20 à 30%. Bon, c'est des trucs horribles. Et regardez bien, alors maintenant les Grecs, ils ont redémarré. Mais quand vous regardez le niveau du PIB grec aujourd'hui, donc on est en 2026, le niveau du PIB grec aujourd'hui, il est encore 14% inférieur au niveau de 2008. Donc là, vous voulez dire que les conséquences de ce qu'on vit actuellement, on va les sentir sur des décennies. Évidemment. Donc, moi, quand je vois certains, je ne sais pas si on peut nommer les personnes, mais un politique qui dit on va supprimer la dette publique. Bon, c'est un adepte de Chavez, si vous voulez, au Venezuela, parce que c'est le dernier pays qu'il a fait. Venezuela. Ils ont dit à un moment, on arrête. 2017, on arrête, on ne peut plus rembourser la dette. Donc on arrête tout, on ne rembourse plus rien. On ne doit plus rien. Vous savez combien a baissé le PIB vénézuélien alors qu'ils ont du pétrole? Oui, après, on ne peut pas se comparer au Venezuela. Non, mais attendez, 66%. Non, mais même la Grèce, 30%. Vous voyez, donc, ce jeu est très dangereux. Ce jeu est très dangereux parce que justement, il joue sur le fait que les Français n'ont pas de culture économique, ou très peu. Ce qui est aussi un problème d'ailleurs, finalement. Bien sûr, c'est un problème fondamental. Alors justement, moi je suis très heureux de voir que Agora se développe, d'autres médias se développent. Ma chaîne YouTube, quand j'ai créé ma chaîne YouTube, c'était justement pendant le coronavirus. Donc je dis, comme j'étais à l'étranger, je dis, je ne peux pas aller sur les plateaux, etc. Et on posait des questions. Donc je vais répondre, j'ai créé ma chaîne YouTube. Et ça a très très vite pris, on est presque à 300 000 abonnés. Il y a une appétence quand même, il y a une envie de comprendre. Voilà. Il y a une demande. Il y a une demande. Le problème, c'est qu'on est quand même très... il y a un écran de fumée en permanence. Moi, j'interviens beaucoup dans les médias, comme vous savez. Certains médias, pas tous, des grands médias, mais des chaînes info, mais certains médias, je ne vais pas donner de nom, mais dans lesquels j'intervenais régulièrement, des émissions... même aujourd'hui, des ministres ou autres me disent « Ah tiens, je me souviens quand j'étais jeune, je vous voyais dans l'émission, etc. » Bon, bref, on va donner de nom, qui m'invite plus, bien sûr, parce que c'est orienté politiquement. Donc, le fait de dire, bah oui, on a trop de dette publique, il y a trop de dépenses publiques, on me dit, vous êtes un affreux non, tout le monde le dit aujourd'hui, qu'il y a trop de dette publique, si, quand même. Non, mais j'aimerais bien. Non, mais nous, effectivement, on peut le dire. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, regardez, l'autre jour, quelqu'un m'a montré, il a fait, vous savez, sur ChatGPT, vous savez, il a dit, qu'est-ce que tu peux dire de Marc Toiti? Moi, j'avais jamais regardé ça. Et le premier truc qui sort, économiste libéral. C'est incroyable quand même. Parce que je veux dire, moi c'est très bien le libéralisme, mais voilà, mais c'est-à-dire que le fait de dire il faut baisser, je dirais, la dépense publique, vous êtes ultra-libéral. Non, il faut aujourd'hui, pour moi l'économie c'est du bon sens. C'est-à-dire, il y a des règles, voilà, l'inflation, la planche à billets, etc., le taux d'intérêt, c'est du bon sens. Vous voyez, donc, c'est pas besoin d'être de droite, de gauche, etc. Là, aujourd'hui, la situation est extrêmement grave. Donc, il faut réagir en conséquence. Et donc, ceux qui vous proposent, entre guillemets, de supprimer la dette, ça sera une catastrophe économique. Vous voyez, donc, il faut faire très attention. Donc, c'est en cela qu'aujourd'hui, je pense qu'on arrive à la fin du système. Et bon, juste pour terminer, la clé aussi, c'est, encore une fois, le fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus assez d'argent, ne serait-ce que pour rembourser les intérêts de la dette. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la soutenabilité de la dette. C'est-à-dire que si votre dette génère assez de croissance, au moins pour payer les intérêts de la dette, ça passe. Or, nous, en France, ce n'est plus le cas. Donc, vous voyez, tout ça fait que, voilà, pour moi, c'est la fin du film. On y est presque. Il manque juste un ingrédient, c'est que les agences de notation ne dégradent pas la note de la France, ou très peu. Oui. Et bon, là aussi, il y a de la connivence. Je rappellerai que pendant la crise des subprimes, quelques semaines avant que ça n'explose, mais les agences de notation notaient les dettes de subprime triple A. Oui, je sais. Vous vous souvenez? Donc, attendez. Donc, elles font la même erreur aujourd'hui. C'est assez incroyable. Donc, on nous dit non, mais finalement, ça va, c'est sous contrôle, etc. Sauf que, je l'ai vécu à plusieurs reprises, les agences de notation, c'est comme la cavalerie dans les films américains, dans les westerns. Elles arrivent après la bataille. Voilà. C'est-à-dire qu'une fois que vraiment là, on va avoir des problèmes pour rembourser la dette, là, ils vont nous dire ah bah oui, c'est très grave. Et donc, ça va mettre de l'huile sur le feu. Exactement. On discutera évidemment de tous ces scénarios, mais déjà un grand merci de nous avoir présenté ce premier état de fait, Marc Toiti. Avec plaisir. À très vite. Moi, j'ai de la peine parce que, comme vous, comme nous tous, on aime la France. On veut que ce pays s'en sorte. On ne peut pas laisser ce pays comme ça s'effondrer. Parce que je veux dire, là, c'est le Titanic, il a déjà touché l'iceberg et on joue de la musique. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient nos solutions
pour préserver votre épargne face à la faillite économique de la France, laquelle met en danger votre épargne. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt.